C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour le 16e épisode de J'aime ta compagnie. Aujourd'hui, tout est marketing. C'est vraiment cute parce que depuis qu'on a lancé le balado, on a commencé à avoir de la rétroaction de personnes qui nous écoutent, de collègues. Il y a de plus en plus de personnes qui nous partagent sur les réseaux sociaux. On reçoit des tapes dans le dos. D'ailleurs, à toutes les personnes qui prennent le temps de nous partager sur les réseaux sociaux, de nous donner de la rétroaction par courriel. Certains d'entre vous nous ont même proposé des idées d'entrevue. On vous en remercie. Moi et Rouge et Katrina, l'équipe, c'est sûr que, bon, nous, on tente de développer notre marque, de bâtir notre marque, de prendre de la place à travers le balado, de démontrer nos compétences. Mais quand on reçoit une tape dans le dos comme ça, c'est hyper validant, ça nous donne de l'énergie, puis ça nous encourage à continuer. Sur ce, merci. Mais dans l'un des commentaires qu'on reçoit le plus souvent du balado, et c'est aussi un commentaire qu'on reçoit quand on fait des plans d'action, quand on livre, dans le fond, nos livrables de la firme marketing, quand on fait des projets de planification stratégique, les gens nous disent « Mais vous faites bien plus que du marketing, les filles! Pourquoi ça s'appelle la firme marketing? Pourquoi ça s'appelle plan d'action communication marketing? » Et à chaque fois, on répond la même affaire. C'est pas qu'on fait pas du marketing, c'est que votre vision, votre façon d'entrevoir le marketing est beaucoup trop limitée. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous différentes choses que vous faites au quotidien dans la gestion de votre entreprise ou de votre organisation qui sont, selon nous, du marketing. Et l'idée là-dedans, c'est pas de vous convaincre nécessairement que tout est marketing, mais c'est que dans chaque action que vous faites, qui parfois, vous avez l'impression que ces actions-là sont bien loin de vos objectifs de développement, eh bien non, au fond, c'est du marketing et au fond, c'est du développement des affaires. Alors, peut-être d'abord notre définition du marketing, et c'est là où c'est un terrain dangereux parce que chaque stratège marketing va avoir sa propre définition de qu'est-ce qu'est le marketing. Est-ce que les ventes et le marketing, c'est la même affaire? Est-ce que c'est différent? Est-ce que les communications et le marketing sont la même affaire ou est-ce que c'est différent? Donc là, ce que je vais exprimer en ce moment, c'est notre vision du marketing. Et puis nous, tout passe par le parcours client. Alors, tout est marketing chez nous. Et le marketing, pour nous, c'est quoi? C'est définir son objectif de développement. 2, définir les KPI ou les indicateurs de performance ou les résultats clés qu'on va mesurer. C'est en quelque sorte comme si on prenait la température de notre développement des affaires. Est-ce qu'on se rapproche de l'atteinte de notre objectif ou non? Et finalement, 3, le plan d'action pour y arriver. Donc, on définit un objectif, des indicateurs, on se donne un plan d'action, on mesure, puis on avance vers notre vision de développement de l'entreprise. Alors pour nous, c'est ça, le marketing. Dans ma vision personnelle du marketing, il y a un synonyme qui pourrait s'appeler développement des affaires. Puis, tu sais, des fois, le développement des affaires, les gens voient ça comme faire du réseautage à la chambre de commerce, par exemple. Mais pour nous, développer les affaires, c'est développer la business, développer l'entreprise, développer l'organisation. Et toutes les personnes qui sont en ce moment dans un OBNL ou un organisme quelconque, gouvernemental, parapublic, ça s'adresse à vous aussi. Parce qu'il faut développer votre organisation, votre crédibilité, il faut rayonner. Et donc, pour vous aussi, il y a question de développement des affaires dans vos stratégies, dans vos plans d'action. Alors, pour nous, le marketing, en quelque sorte, ça égale développement des affaires, développement de l'entreprise. Alors, le premier point où on n'est pas nécessairement tout le monde d'accord, c'est que pour nous, les communications, ça fait partie du marketing. Les communications, c'est quoi souvent dans les théories du marketing? C'est tout ce qui est lié à la perception de la marque, tout ce qui est message, tout ce qui est est-ce que ma marque est perçue comme une marque qui est cool ou est-ce que c'est perçu comme une marque qui est un peu dépassée, qui est un peu arriérée, qui est un peu matante? OK? Donc, ça, c'est tout ce qui est perception de la marque.
Donc, par exemple, si on vit une situation de crise, ben là, on va faire des communications en relations publiques pour aller réajuster le tir, réajuster le message. Tout ça, ça fait partie des communications. Il y a aussi tout ce qui est communication interne, externe. Par exemple, communication interne, si on développe une belle vision de l'entreprise et qu'on ne sait pas la communiquer, ça rentre dans les communications. Si les gens sont pas au courant dans notre équipe où est-ce qu'on s'en va, ça fait partie des communications. Et donc, ça freine le développement de l'entreprise et donc, ça freine, entre guillemets, le marketing. Donc, pour nous, les communications agissent à plusieurs niveaux dans le parcours client. Par exemple, quand il est temps de définir le persona, c'est quoi le message qu'on va communiquer à notre clientèle idéale? Quand on parle d'identité de marque, c'est quoi le message de la marque? C'est quoi la signature de la marque? Le slogan? C'est pas des choses qui vont nous amener des ventes du jour au lendemain dans le processus de vente, mais ce sont des choses qui vont nous aider à nous positionner dans le marché finalement. Et donc, vous comprenez dans ce contexte que pour nous, tout ce qui est communication, c'est du marketing. Alors, ça va pas l'un sans l'autre. Puis, tantôt, je parlais de vente aussi, même chose. Pour nous, le processus de vente fait partie du parcours client. Nous, dans notre processus de parcours client, c'est l'étape de la première expérience dans laquelle on a positionné le processus de vente, si on veut. Donc, toutes les personnes qui viennent vers nous, qui posent des questions, qui remplissent le formulaire sur Internet, qui magasinent sur notre boutique en ligne, qui entrent dans notre magasin, toutes ces personnes-là, c'est des personnes à qui on va, entre guillemets, appliquer notre parcours de vente et essayer de vendre même plus. Si quelqu'un vient pour A, on peut essayer de vendre B et C, par exemple. Donc ça, c'est le processus de vente. Et donc, pour nous, les ventes ne sont pas distinctes du marketing, mais bien intégrées à un processus client, une expérience client globale. OK? Donc, tout ce qui est communication et vente, pour nous, ça fait partie du marketing. Deuxièmement, savoir communiquer n'égale pas les communications. Savoir communiquer, c'est un acte, c'est un geste, c'est un verbe. Savoir communiquer, ça veut dire de clarifier ses idées dans sa tête et puis d'être capable de les formuler de sorte à ce que soit retenu et perçu ce qu'on voulait réellement dire. Et donc, ça aussi, c'est du marketing. Si on a de la difficulté à s'exprimer clairement, à bien communiquer, puis on arrive dans un 5 à 7, puis on dit un petit peu n'importe quoi, qu'on parle trop, qu'on s'embourbe dans nos histoires, qu'on n'arrive pas à formuler notre point, mais les gens qui vont nous entourer ne comprendront rien, ils ne pourront pas suivre. Même chose ici quand on pense à des bailleurs de fonds, des administrateurs sur des conseils d'administration, à des membres de votre équipe, comme je le disais plus tôt. Si on ne sait pas communiquer, bien les bailleurs de fonds ne vont pas penser à nous. S'ils ont pensé à nous une fois, ils nous donnent des sous, mais qu'on ne communique pas par la suite, qu'on ne sait pas communiquer ce qu'on fait avec l'argent, les résultats qu'on a eu avec l'argent, eh bien, ils ne penseront pas à nous par la suite. Même chose pour les administrateurs. Souvent, les rôles d'administrateurs, il y en a plusieurs pour lesquels ils sont bénévoles. Donc, pour être bien sur un conseil d'administration, il faut sentir que notre présence, elle a un impact. Il faut sentir qu'il se passe quelque chose. Il faut sentir que l'équipe d'employés dans l'organisme avance, développe, génère des résultats. Donc, quand on gère un organisme, est-ce qu'on sait communiquer à son conseil d'administration ou à l'inverse, à son équipe? Ben, ça aussi, c'est savoir communiquer et c'est du marketing. Pourquoi? Parce qu'avoir des administrateurs forts, parce qu'avoir des bailleurs de fonds qui pensent à nous, qui investissent dans notre entreprise ou notre organisme. Même chose avec des partenaires stratégiques. Ça peut être des commanditaires, ça peut être des entreprises qui développent avec vous une nouvelle solution ou un nouveau produit et service en collaboration parce qu'ils ont des ressources peut-être que vous n'avez pas ou des compétences que vous n'avez pas. Mais toutes ces personnes-là vont vous aider en marketing à développer votre entreprise si vous savez bien communiquer avant, pendant et après le projet. Alors ça, c'était le point 2. Donc, savoir communiquer, c'est pas la même chose qu'une communication, mais c'est aussi du marketing. Point numéro 3, la comptabilité. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à la comptabilité. Souvent, là, quand on se lance en affaires, là, pour avoir fait partie de plusieurs parcours de démarrage et tout, on entend souvent « Ah, moi, je suis pas bon dans les chiffres, ça m'intéresse pas, puis je donne ça à mon comptable, puis je m'en mêle pas. » C'est une grave erreur parce que dans votre comptabilité se cachent de superbes outils marketing. OK? Je vais vous en énumérer quelques-uns. J'espère vous ouvrir les œillères et vous montrer à quel point la comptabilité recèle d'opportunités marketing et donc d'opportunités de développer votre entreprise. Premièrement, un budget prévisionnel.
Si vous savez pas ce que ça veut dire, là, je suis très, très heureuse parce que ça va me permettre de vous apprendre quelque chose qui va vous amener beaucoup plus loin. Un budget prévisionnel, c'est d'arriver à dire dans l'année en cours ou à venir, plutôt comme on dit, prévisionnelle future, donc dans l'année à venir, quelles sont les dépenses fixes et variables que vous allez avoir à faire. Le variable, on peut faire des projections selon notre vision du développement des affaires, de quoi on va vendre, puis si on vend plus, est-ce qu'on a plus de dépenses? OK, c'est ça le variable. Et quels sont les revenus à générer pour couvrir minimalement les dépenses fixes et variables? Ça veut dire que ce qui rentre est plus grand que ce qui sort à la fin de l'année. Et on fait un prévisionnel pour nous assurer d'avoir une vision sur « on s'en va là cette année » et de pouvoir s'ajuster au fur et à mesure de l'année, finalement. Si on a dit qu'on allait dépenser X, on peut suivre à tous les mois « j'en suis où par rapport à X? Est-ce que je dépense trop? Est-ce que j'ai encore de la place pour investir? Si mes ventes ralentissent, je dois ralentir ma planification de dépenses ou d'investissement. Si mes ventes augmentent beaucoup, est-ce que je peux investir un petit peu plus cette année ou est-ce que je décide de me créer un fonds de prévoyance ou est-ce que je décide de placer ça de côté pour le futur? Donc, le budget prévisionnel nous permet d'avoir de la clarté. Mais le réel apport marketing dans le budget prévisionnel, c'est les revenus à générer. Et les revenus à générer, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire rentrer pour que ce soit plus grand que ce qui sort? Ça nous donne un objectif de vente basé sur les prévisions de dépenses fixes et variables. Et donc, sans budget prévisionnel, on peut pas réellement avoir un objectif de vente qui est clair, qui est basé sur la réalité. Alors, vous ne pouvez pas vous en passer. Faites votre budget prévisionnel. Qu'est-ce que vous estimez qui doit rentrer et sortir pour vous donner un superbe objectif de vente. Et pour ceux pour qui, là, c'est vraiment du jargon ce que je viens de dire, on a un outil gratuit dans les notes d'épisode, dans la page web aussi, tout est partout, là. Nous, c'est super facile à trouver. Puis si vous ne trouvez pas, écrivez-moi en perso sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux de la firme. On a un outil qui s'appelle Remarquable Fondement. Remarquable Fondement, c'est un défi, puis vous allez avoir 5 étapes, puis une des étapes dans le défi, c'est de créer votre budget prévisionnel. Nous, on n'est pas des comptables, on ne fait pas de conseils financiers à la firme, mais on a créé un outil qui s'appelle Budget Napkin. L'idée du Budget Napkin, OK, c'est une métaphore pour dire, je suis au restaurant, il y a une napkin, j'y vais grosso modo, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, et je vois où est-ce que je m'en vais cette année, est-ce que c'est réaliste, mes ambitions, est-ce que de lancer un nouveau produit-service, ça va être vraiment payant si on considère tous les investissements qu'on doit faire pour lancer le produit-service et pour se donner un objectif de vente. Alors, pour ceux qui n'ont pas de budget prévisionnel, inscrivez-vous rapidement à Remarquable Fondement, faites votre budget napkin et donnez-moi-en des nouvelles. Tous les clients à qui on le recommande, Rouge, Katrina et moi, nous reviennent en disant « Ah, merci les filles, ça a été tellement éclairant. » Il y a même des gens qui se sont rendus compte « Oh my God, je mets autant d'argent dans X et dans Y. » Ils avaient juste jamais vu les chiffres en globalité. Alors, le budget prévisionnel annuel, c'est un outil extraordinaire. Autre opportunité, marketing en comptabilité, c'est la mesure de la productivité. Parce que souvent, quand on commence en affaires, on se dit « Ah, pour générer plus d'argent, il faut juste vendre plus, vendre plus, vendre plus. » Je vais donner l'exemple d'un restaurant, c'est concret, tout le monde connaît ça. Si je lance mon restaurant, là, je veux vendre plus que je vends, plus que ça fonctionne. Si je vends plus, ou en fait, pour vendre plus, je dois avoir plus de tables. Et donc là, si j'ai plein de tables dans mon restaurant, faut que j'engage plus de personnes pour le service, pour la cuisine, pour le ménage, plus de nappes à laver. Puis, est-ce que ça va vraiment valoir le coup? Ou est-ce que c'est mieux un plus petit espace, puis d'être plus productif? Par exemple, si j'ai quelques tables avec une expérience extraordinaire de restaurant, peut-être que je peux vendre le couvert beaucoup plus cher avec une micro-équipe c'est serré, donc beaucoup moins de dépenses, et augmenter ainsi ma productivité, augmenter ainsi ma rentabilité, qui reste plus de profit à la fin de l'année, que si j'avais fait plus de ventes sans nécessairement penser à la productivité. Et parfois, quand on fait pas assez d'argent, on fait juste se dire, il faut que je vende plus, faut que j'aille en publicité. Et tous les réflexes marketing qui embarquent sont au niveau d'aller vers l'extérieur, alors qu'en regardant les chiffres, on peut rapidement, en calculant certains résultats clés de productivité qui sont pertinentes dans votre réalité. Là, je peux pas faire le tour parce que, par exemple, moi, la firme, c'est
combien de revenus on génère par heure facturable. Donc, nous, c'est sûr que c'est un indicateur qui nous dit est-ce qu'on est rentable ou pas, est-ce qu'on est assez productif ou pas assez productive. Mais vous, dans votre réalité, si vous faites ces calculs-là, peut-être que le plan marketing, vous allez davantage travailler sur votre productivité pour augmenter la rentabilité plutôt que de faire rentrer plus d'argent. Alors ça, cette donnée qui est la mesure de la productivité, c'est tout aussi marketing que le reste, mais c'est souvent sous-estimé. Et ça nous permet de faire une forme d'économie d'échelle. Là. Plutôt que de toujours vendre plus puis dépenser plus, on essaie de vendre plus sans dépenser plus. C'est ça finalement qu'on veut aller générer avec la productivité. Une autre belle opportunité sur le plan du marketing en comptabilité, c'est le flux de trésorerie. Dernièrement, j'ai fait une étude de marché, je pense que j'en avais déjà parlé, pour notre outil de développement web. C'était fascinant combien de personnes m'ont répondu que l'indicateur pour savoir si ça va bien dans leur entreprise, c'est l'argent qu'il y a dans le compte ici et maintenant. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne sait jamais si demain ça va bien aller, s'il y a beaucoup de dépenses ou beaucoup de rentrées d'argent. Donc, on n'a jamais de visibilité. Et pour avoir de la visibilité sur ce qui va rentrer et sortir et faire des bonnes planifications, on s'intéresse au flux de trésorerie. Et ça, c'est très difficile en ce moment, le flux de trésorerie. Je l'entends à gauche, à droite, auprès des gens que j'accompagne dans ma propre business. C'est quelque chose qui est très difficile en ce moment, de par le ralentissement économique qu'on vit, de par le fait que tout le monde charge plus cher, de par le fait que tout le monde veut être payé plus cher. Mais ça fait qu'il y a beaucoup d'argent qui sort de notre entreprise alors qu'il y en a moins qui rentre. C'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qu'en ce moment, ils réussissent très bien, mais je parle pour une certaine majorité. Et donc, le flux de trésorerie, on peut travailler là-dessus en marketing. Si on le transforme en tactique marketing, on peut se dire, quelle action marketing je vais mettre en place pour faciliter ma gestion de mon flux de trésorerie? Par exemple, on pourrait dire, on va créer un nouvel outil de fidélisation de clientèle, un nouveau produit, de sorte à ce que les gens prennent un plan d'accompagnement à tous les mois ou avec une facturation à tous les mois. Ça nous permet d'avoir des revenus qui vont rentrer sur toute l'année et qui vont stabiliser notre flux de trésorerie. Plutôt que de faire tout notre argent en janvier, puis quand je pense au gym, par exemple, c'est une industrie où janvier, tu fais 60% de ton chiffre d'affaires, puis après, il faut que tu le gères bien toute l'année parce que tu seras pas toujours à ce montant-là pendant 12 mois, OK? Donc, le flux de trésorerie, on peut le protéger, on peut le travailler en marketing avec des ventes récurrentes et tout. Donc, sous le flux de trésorerie qui a l'air plus ou moins intéressant pour certains d'entre vous, se cachent de belles opportunités de développement des affaires. Et une dernière idée en comptabilité, pour vous démontrer qu'à quel point que la comptabilité, c'est du marketing dans le fond, c'est le fameux coût de revient. Le coût de revient, encore là, je ne suis pas une comptable, mais je vais vous l'expliquer dans mes mots à moi. Le coût de revient, c'est, disons que je lance un produit ou service, je le vends à une personne, qu'est-ce que ça me coûte pour livrer le produit ou service à la personne et combien d'argent il me reste à la fin. Donc, c'est le coût de revient. Si je vends un paquet de feuilles mobiles à 2 $, puis que ça m'a coûté 40 cents le faire, mais il va me rester 1,60 après dans l'entreprise. Et le coût de revient, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup sous-estimé en marketing, mais nous, on le met souvent dans nos plans d'action en disant aux personnes, va faire une démarche de calcul de coût de revient avec un comptable spécialisé en la matière parce que après, ça nous aide à faire du ménage dans notre offre de produits ou services. Il y a des gens, là, je vais vous raconter une histoire. Je vais changer le contexte un petit peu, là, parce que je veux que vous continuiez à me raconter des histoires, mais je m'en inspire librement dans le podcast. Je parlais avec un entrepreneur qui vendait, disons, des bananes bio, des bananes biologiques, et donc ça demandait beaucoup de manutention, beaucoup plus que pour des bananes non biologiques, de faire une banane bio. Et donc, à un moment donné, dans un marché, il croise un autre marchand de bananes bio. Et disons que l'entrepreneur dont je parle vendait ses bananes bio 1,25 $ la banane bio. Il croise son collègue qui vend aussi cette fameuse banane bio à 75 sous. Là, il dit, mais moi, je suis pas rentable, là, si je la vends à 75 sous. Donc, lui, l'entrepreneur est allé voir l'autre en disant, mais comment tu fais pour faire de l'argent à ce prix-là? Moi, je n'y suis pas arrivée. Et au fur et à mesure de la discussion, l'autre entrepreneur avec les bananes moins chères a fini par se rendre compte qu'il vendait chaque banane à perte. Donc, ça lui coûtait plus cher de cultiver la banane et de la mettre en marché que le montant de vente. Il ne lui restait pas d'argent, il était dans le négatif après.
Et donc, ça, c'est le coût de revient. Et trop souvent, les gens lancent des produits ou services sans calculer est-ce que chacun des produits ou services est rentable. Et ça, c'est du marketing fondamentalement. Parce qu'à la fin de l'année, si vous lancez plein de produits ou services sans calculer ça, ben, il y a une portion de vos produits ou services qui ne sont potentiellement pas rentables et donc qui mangent le profit des autres produits ou services qui le sont. Et puis ça, quand on a cette donnée-là, on peut prendre de meilleures décisions. Quels produits ou services on laisse aller? Quels produits ou services on garde? Quels produits ou services il nous manque? Comment on pourrait les bonifier? Ceux qui nous connaissent depuis un certain temps nous ont vu aller à la firme, on a élagué énormément nos produits ou services. C'est pas parce qu'on n'est pas bonne. Par exemple, la gestion de la publicité. On faisait beaucoup de publicité numérique avant, mais c'était pas rentable pour nous. C'est rentable quand tu as des gens à temps plein qui font ça. Mais c'est pas rentable quand nous, on va en rencontre, on donne une formation une journée, le lendemain, on doit se remettre à jour des changements d'algorithme pour faire des bonnes recommandations. Ça change tellement trop rapidement, la publicité numérique, qu'on n'arrivait pas à suivre puis à rester rentable. Parce qu'on arrivait tant bien que mal à suivre, mais le temps et l'énergie que ça nous demandait ne valaient pas les dollars qui rentraient. Et donc, on était à perte quand on faisait ce genre de projet-là. On adorait nos clients, on adorait les aider, mais c'est la firme qui payait pour faire la publicité numérique de ces clients-là. Tandis que quand on délègue à des collègues qui, eux, ont bien ficelé ce projet-là, ce service-là, ils ont des gens à l'interne qui sont là-dessus à temps plein, mais ces gens-là sont rentables avec ce service-là. Alors, c'est ça où je veux attirer votre attention. Le coût de revient, c'est une opportunité marketing qui est sous-estimée, qui se cache dans le département comptabilité, mais qui, au fond, selon nous, est du marketing. Alors ça, c'était pour le volet comptabilité. Ensuite, dans les ressources humaines, il se cache énormément de marketing aussi. Premièrement, je veux juste noter que voir les humains comme des ressources, moi, ça me challenge toujours un petit peu. Pour moi-même, dans la dernière année, m'être sentie comme une fourniture auprès de certaines personnes, c'est extrêmement blessant. Alors, j'ai toujours remis en question le terme ressources humaines, mais je l'utilise parce qu'il fait partie de notre langage courant. La première idée que je veux vous partager, c'est que si on se positionne bien, si notre mission est claire, si on a une marque forte, on va attirer des collègues idéaux qui vont contribuer à cette mission-là de développement, à cette vision. Et donc, dans les RH, il faut absolument bien positionner l'entreprise. Si on a une marque qui est plutôt faible, qui est pas très claire sur Internet ou dans la boutique, ou qui n'arrive pas à se distinguer, ou qui n'arrive pas à prendre la place avec une vision et une mission qui est claire, qui est le fun, qui est attirante, ben, les employés idéaux vont aller chez le concurrent qui a cette marque forte-là. Alors, en RH, avoir une marque forte, ça va être littéralement en lien avec la qualité des individus que vous allez attirer, puis la qualité des individus et des compétences qui vont vous permettre de développer votre entreprise. Alors, c'est directement marketing. Un autre truc que je peux vous donner en RH, de vous attribuer des réflexes marketing, c'est de voir les collègues comme des clients. OK? Quand on voit des collègues comme des clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jour après jour, on va mesurer leur satisfaction. On va prendre de leur rétroaction. On va développer l'entreprise en adéquation avec leur vision de développement personnel. On va s'assurer qu'on est tous alignés ensemble plutôt que de s'en aller comme ça. OK? Donc, quand on voit le collègue idéal comme un client, on peut davantage investir dans le développement de l'entreprise, rester pertinent à ses yeux et le garder longtemps. Et ça fait partie du développement de l'entreprise. Parce que quand on a des objectifs de développement ambitieux, qu'on n'a pas de département RH et de marketing, souvent on est des petites équipes de 1, 10, 15 employés tout au plus. Quelqu'un qui part, ça coûte vraiment cher. Quelqu'un qui part, il faut réinvestir tellement de temps, d'argent et d'énergie à le former, à l'intégrer, à l'accompagner dans le développement et de ses compétences et de son expérience. Alors, dès aujourd'hui, voyez vos collègues idéaux comme des clients, de sorte à les garder longtemps et qu'ils continuent de contribuer à vos grandes ambitions de développement des affaires. Un autre point qui est marketing, mais qui est sous-estimé, c'est la formation continue. Autant la formation de l'entrepreneur, du gestionnaire, que de ses subordonnés ou employés. Pourquoi? Ben, c'est une opportunité de sortir de votre réseau. Quand on est en formation, on pose des questions. Des fois, on fait des partages, des travaux d'équipe, des ateliers.
Et donc, on rencontre plein de nouvelles personnes, on peut réseauter en le nom de l'entreprise, on développe le réseau de l'affaire de l'organisation et où on peut même recruter soit des pigistes, des collaborateurs ou des nouveaux collègues à se joindre à notre équipe. Alors, la formation continue, c'est aussi un domaine qui, selon nous, est marketing. Le dernier point que je dirais, qui est souvent pas associé au marketing, c'est l'architecture et le design. Il y a un client qu'on aime beaucoup à la firme qui nous a été recommandé par une architecte. Le client était allé voir l'architecte pour obtenir des plans pour mettre à jour sa bâtisse. Puis là, l'architecte a dit « Ça va me faire plaisir de faire tout ça, mais passe par la firme marketing avant. Ils vont te faire un plan de développement d'entreprise pour le futur. » On parle d'investissements qui doivent rapporter sur les 30, 40 prochaines années. Donc, on fait pas ça dans le vent. Donc, l'architecte a recommandé le client à nous. On a fait un plan d'action marketing, on a revu le positionnement, la vision de développement des affaires, on a étudié la concurrence de sorte à ce que notre client se positionne bien puis prenne des bonnes décisions sur le plan de l'architecture et des gros investissements en infrastructure, de sorte à ce que ça renforce ce positionnement-là. On a déposé notre plan, puis après, l'architecte a repris le plan et finalement, ils sont en train de travailler à la nouvelle bâtisse. Et mon point, c'est que l'architecture, le design, c'est réellement du marketing au fond, parce que on va créer un univers tangible à travers un bâtiment, une boutique, un bureau. C'est un univers tangible qui incarne nos valeurs profondes de marque, qui incarne la marque finalement. Un univers tangible que les clients idéaux, que les employés idéaux ont le goût de fréquenter souvent et qui ont le goût d'y rester. Alors, ne sous-estimez jamais cette opportunité d'investir en design, d'investir en architecture, avec une vision marketing, toujours pour arriver à concrétiser vos grandes ambitions de développement des affaires. Alors bref, j'espère vous avoir convaincu que ce n'était pas notre vision du marketing qui était erronée, mais bien la vôtre, parce que tout est marketing. Puis là, j'entends déjà mes collègues me dire, mes collègues non marketeurs, ben oui, mais t'as des lunettes de marketeur, c'est sûr que tu vois tout en marketing, mais au fond, ce que je voulais vous dire, c'est que peu importe vos objectifs de développement, peu importe les indicateurs de performance que vous souhaitez générer, il y a plein d'actions à poser, il y a plein de stratégies à mettre en place. Et il y en a qui se cachent dans d'autres départements, qui habituellement, on les voit carrément externes au marketing. Et je pense qu'une force d'une petite entreprise, c'est qu'on peut pas agir en silo. Pour avoir travaillé longtemps chez Astral Media, nous, on avait plein de départements très distincts les uns des autres et tout le monde avançait vraiment en silo à l'époque. Et puis en petite entreprise, là, quand on est de 1 à 20 employés, on peut collaborer tout ensemble. Alors, n'hésitez pas quand vous avez des objectifs de développement des affaires audacieux à réunir des cerveaux différents, des compétences différentes autour de la table, parce que tout est marketing au fond et que chacune peut participer à trouver des idées ingénieuses dans des départements que vous n'auriez peut-être pas imaginé être liés au marketing, mais qui le sont fondamentalement beaucoup plus que vous pensiez. Alors sur ce, mon petit éditorial avant de vous laisser, c'est que après l'épisode d'aujourd'hui, je ne veux surtout pas que vous commenciez à vous éparpiller en pensant « Oh, faut que je fasse de l'architecture, du design, des RH », mais bien plutôt de revenir à quel est votre objectif de développement cette année. Si votre budget napkin n'est pas fait, si vous n'avez pas d'objectif de vente précis, allez vous inscrire au défi Remarquable Fondement. C'est comme un non négociable pour être capable de vous enligner sur la suite. D'ailleurs, Remarquable Fondement, tout de suite en dessous, on a écrit 5 décisions à prendre avant d'investir 1 pièce en marketing. Que ce sont des décisions cruciales à prendre avant de partir la machine, puis entre guillemets de vous éparpiller dans tous les sens si vous n'avez pas clarifié ces premières 5 décisions-là. Donc, 1, objectif de développement des affaires. 2, quels sont les indicateurs que vous allez mesurer tout au long de l'année pour vous assurer que vous vous rapprochez de l'atteinte de l'objectif. Et 3, 2-3 actions prioritaires que vous choisissez de mettre de l'avant à la fois. Donc ça veut dire que on peut avoir plein d'idées. On en choisit toujours 2-3 à la fois. Comme ça, quand on attend une approbation ou un devis ou peu importe sur une de ces priorités, on peut se consacrer à l'autre. Par exemple, moi, la firme, mon plan de développement tient sur une page. Je l'ai mis à jour justement en fin de semaine et j'ai tout mis en noir. Toutes les tâches sont en noir. Puis, les priorités, je les mets en gras et dans une couleur qui est attribuée à une personne dans mon équipe. Par exemple, rouge va être en charge du projet A, Katrina du projet B, puis Marie-Michel du projet C.
et je m'assure que chacune d'entre nous, on a 2 ou 3 priorités à la fois. Comme ça, si Katrina m'envoie le dossier A en approbation, et donc ça me prend 1 semaine ou 2 à corriger, ben elle peut avancer sur autre chose. Mais ce qui est essentiel là-dedans, c'est qu'on met toutes nos idées en noir. Comme ça, on n'a pas de peur des oubliés, on n'a pas trop de charge mentale. Ça a été couché sur papier, mais on s'assure de faire ressortir nos priorités marketing de sorte à ce que ça soit clair en tout temps. Et l'autre jour, je partageais avec un collègue entrepreneur que moi, je regarde cette page-là à chaque rencontre d'équipe, à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, je m'assure que c'est clair pour nous 3, quels sont nos objectifs de développement de la firme. Puis là, les gens disaient, ah, ben mon Dieu, c'est donc bien une bonne idée de faire ça. Ben, pour moi, c'était tout naturel. Donc, je prends le temps de le dire ici. Peut-être que ça va pouvoir aider l'un d'entre vous qui n'y avait pas pensé. On s'assure de recadrer, puis on s'assure de toujours être bien ajusté dans les priorités finalement. Alors, sur ce, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui dans ma démonstration que tout est marketing. Comme à l'habitude, je suis Marie-Michèle Bélanger, stratège marketing, et mon équipe et moi, on est là pour vous accompagner. Pour ceux qui se sont dit « Oh wow, il y a tant à faire, je sais pas par où commencer, je veux vendre plus, ou je veux attirer des collègues idéaux, ou j'attire pas les bonnes personnes, ou mon concurrent, il prend trop de place, ou je me sens en retard sur le web par rapport aux autres », mais nous, on est là pour vous aider à faire un plan d'action qui va vous motiver, va vous mobiliser tout au long de l'année. Et aussi, je veux juste dire que vous pouvez investir avec nous, ça c'est une chose, mais par la suite, il faut faire de la place à votre horaire pour développer votre entreprise. Si vous ne sécurisez pas des moments dans votre semaine pour développer l'entreprise, il va toujours y avoir d'autres urgences qui vont prendre la place. Alors, prenez le temps. Nous, à la firme, je l'ai déjà dit, c'est tous les lundis, on travaille sur le développement de la firme. Souvent, je me fais dire, vous êtes donc bien actifs, vous êtes partout, vous faites un balado, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez une infolettre. Mais tout ça, c'est un investissement. C'est la firme qui nous soutient là-dedans. C'est la firme qui nous donne une journée aux 3 filles pour développer l'entreprise. Alors, vous pouvez faire la même chose. Sur ce, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Vous savez où nous trouver si vous avez besoin d'un coup de pouce. Et prenez donc le temps de vous abonner aujourd'hui si ce n'est pas fait. Peut-être nous écrire un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça nous aide, dans notre énergie à continuer de se donner, de créer ce contenu gratuit pour vous, d'être pertinente. Et de 2, ça nous aide en découvrabilité. Ça nous aide à être trouvés sur les moteurs de recherche de balado. Ça nous aide à faire rayonner notre balado. Et pour ceux qui l'ont fait déjà, je vous en remercie. Ça vaut de l'or pour nous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.